Les Français et l'IA, l'intelligence artificielle, c'est le titre de l'étude réalisée par le cabinet Mazars, un groupe international spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil. Avec moi en plateau, Laurent Inard, bonjour. Bonjour. Associé chez Mazars, vous êtes plus particulièrement en charge de la R&D, de la data et de l'IA chez Mazars. On va parler ensemble de cette étude dont un des grands enseignements est que si un contrôle externe, donc indépendant, existait au sein de l'entreprise, eh bien on pourrait réduire de moitié les réticences à l'utilisation de l'IA. Moi, je dirais que c'est plutôt très clairvoyant, voire le symptôme d'une sagesse de la part des Français. Dites-nous déjà quelle est la méthodologie qui a été employée pour cette étude. Est-ce qu'on parle des Français en général ? Oui, tout à fait. Alors, on a réalisé cette étude en partenariat avec l'Institut CSA, qui effectivement a mis en œuvre une méthodologie très, très habituelle, la méthode des quotas, donc en interrogeant un peu plus d'1 millier de Français, et effectivement, les Français au sens très général. Et alors, est-ce que ça vous a étonné, cette lucidité par rapport à la question de la confiance que l'on entretient avec l'IA ? Alors, étonné, je dirais, déjà, il y a quand même une très bonne nouvelle, moi je trouve, dans cette étude, c'est que les Français sont plutôt positifs, ont un regard positif sur l'intelligence artificielle, dans leur grande majorité. Et je dirais ça, c'est finalement, je dirais pas contre-intuitif, mais on entend tellement de discours sur la méfiance des Français vis-à-vis de la technologie en général. C'est quand même finalement une très très bonne nouvelle. Mais il y a même une curiosité pour l'utilisation de l'algorithme. Oui. Avec une vraie adhésion, alors évidemment qui est très très différente en fonction quand même des usages, mais dans la santé, même dans l'environnement, il y a certains secteurs comme ceux-là qui sont vraiment plébiscités, on peut le dire. Alors, si on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce que les Français y voient comme source de progrès, en tout cas comme perspective positive au niveau des grands enjeux de société ? Alors, on va un petit peu extrapoler ce qui a été fait, puisque l'étude consiste à leur soumettre un certain nombre d'utilisations, et puis de voir un petit peu comment ils appréhendent de manière positive, à quel niveau de positivité ils vont appréhender les choses. Mais quand on regarde un petit peu dans son ensemble les choses, on se rend compte que les Français plébiscitent beaucoup les usages qui ont trait finalement à la prédiction, à la détection. Donc dans quel domaine ? Alors, par exemple, dans la santé. Ouais. Alors, là, c'est vraiment très publicité. Il est vrai que pouvoir être en capacité de détecter des cancers, des stades extrêmement précoces, juste en voyant un scanner ou une IRM, et de meilleure manière, avec une plus grande fiabilité que l'être humain, ça, c'est typiquement le genre de choses qui sont plébiscitées. L'environnement est plutôt perçu de manière positive avec l'intelligence artificielle. Malgré toutes les consommations de serveurs, etc. Ouais. Mais en fait, ils voient bien par ailleurs que, par exemple, en maintenance prédictive, le fait qu'on puisse anticiper certains changements de pièces qui, en réalité, si elles n'étaient pas changées, en fait, généreraient des surconsommations énergétiques. Dans le monde de l'agriculture, pour c'est le la même chose. pilotage, en fait, de nos consommations. Exactement, oui. Donc, voilà. Donc, tous ces éléments de prédiction et de détection sont des éléments plutôt plébiscités, en réalité, par les Français. Alors, la sagesse, c'est aussi parce qu'il y a des réticences. Oui. oui, bien sûr. Alors, les réticences, en fait, et comme vous le dites, c'est une grande lucidité des Français. Finalement, cet outil qui est l'intelligence artificielle est extrêmement puissant. Ils l'ont bien vu. Et comme les outils puissants, ils sont aussi, du coup, extrêmement risqués s'ils ne sont pas maîtrisés, s'ils ne sont pas sous contrôle. Et quels sont ces risques qui sont clairement identifiés ? Alors, les risques En soi, ce qui fait peur. Oui. Alors, en fait, on va dire, on a 5 grands enjeux dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle responsable. On commence à poser des termes maintenant sur ces phénomènes. Les 5 grands enjeux, le premier d'entre eux, c'est la sécurité, c'est la vie privée, les données. Ça, c'est vraiment un enjeu fort pour les Français, qui est vraiment détecté comme étant l'un des grands problèmes et l'un des grands risques qu'ils y perçoivent. Après, on a tout ce qui est bien-être sociétal et environnemental, c'est-à-dire finalement à quoi ça sert. Et est-ce qu'effectivement, on a un avantage sociétal et environnemental à procéder par intelligence artificielle plutôt que par des moyens standards. Après, on a un troisième pilier qui est l'explicabilité, ce qui est un grand sujet d'ailleurs de recherche scientifique, qui est finalement de se dire, comme l'intelligence artificielle est autonome et qu'elle va préconiser des choses spontanément, ça devient plus difficile de, entre guillemets, rétro-ingénierer sa décision et d'être en capacité d'expliquer aux gens
finalement pourquoi l'intelligence artificielle préconise telle ou telle action. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième, très très important, c'est l'équité, la non-discrimination. Ça, c'est un sujet majeur, puisque bien souvent, c'est une conscience des, oui. des risques sur les biais des Oui. algorithmes. Alors, oui, tout à fait. Alors d'abord parce que quand même les quelques scandales un peu médiatisés sur le sujet, qui viennent plutôt des États-Unis, bien plus souvent que pour l'instant qu'en France, sont souvent des sujets qui ont trait finalement à des questions sur le genre ou sur la race, et donc qui posent ces questions-là de manière extrêmement claire dans les médias. Et donc on a cette question-là d'équité. Et naturellement, dans certains usages comme l'octroi de crédit, les primes d'assurance, comme même le recrutement, les CV, etc., sont des sujets où là, on sent que l'équité est un sujet majeur, au-delà des sujets de discrimination qui sont vraiment l'équité poussée à l'extrême. Voilà, donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont importants pour les Français. Alors, vous êtes allé jusqu'au bout de la démarche, en fait, en proposant finalement des solutions, puisque, je le disais en introduction, on s'aperçoit qu'un contrôle externe, en fait, un audit des algorithmes permettrait de répondre à ces craintes. Alors, en effet, en fait, en ce moment, il y a déjà une réponse institutionnelle qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que depuis 1 an maintenant, l'Europe réfléchit à mettre en place un règlement européen sur l'IA. Oui. Et ce règlement européen va préconiser, d'abord va interdire certains usages, tout simplement sur le sol européen en tout cas, et puis pour un certain nombre d'autres usages va en réalité créer des obligations de mise en place de dispositifs de contrôle. Et donc ce qu'on a voulu tester en effet, c'était est-ce que finalement ces dispositifs de contrôle peuvent se contenter d'être des dispositifs d'autocontrôle? Est-ce que finalement on demande simplement aux acteurs de l'IA de pouvoir mettre en place leur propre contrôle, ou est-ce que finalement il faut aller plus loin? Le règlement européen, par exemple, préconise aussi des autorités de supervision nationale, et on voit que les Français, puisqu'on a testé cette idée, les Français y adhèrent, mais quand même partiellement, en se disant ça ne suffit pas. C'est un pas positif d'avoir une autorité nationale, mais il faut sans doute un contrôle effectivement indépendant, un contrôle d'un tiers indépendant, plus systématique que ce que pourrait faire une autorité seule. Donc c'est en fait quelque part ce fonctionnement à deux étages. L'autorité qui va fixer un cadre quand même réglementaire, tout ça, et puis ensuite des contrôles de tiers indépendants par ailleurs. Et alors, vous qui travaillez dans l'audit, j'imagine que c'est une nouvelle qui vous réjouit. Mais comment est-ce qu'on garantit que ça apporte davantage de transparence? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans ces audits pour qu'ils soient suffisamment efficaces? Alors, en fait, les audits vont réclamer, je dirais, de la part de ces fameux auditeurs, 2 grandes expertises. Celle qui est d'abord celle qu'on vient d'indiquer, c'est l'audit, c'est quand même un métier. Et donc, il faut être capable, en effet, d'appréhender les risques, de les détecter et de comprendre la réponse organisationnelle et procédurale de chaque audité. Et ça conditionne d'avoir un accès total à l'algorithme. Alors, oui, alors je viens au deuxième sujet, qui est au-delà de l'expertise d'audit, il faut aussi avoir une expertise dans l'intelligence artificielle elle-même, et être en capacité notamment d'assortir ces contrôles de procédure avec des contrôles quantitatifs. Et donc, par exemple, chez nous, chez Mazars, on a monté une intelligence artificielle qui nous aide à auditer des intelligences artificielles. Donc, vous voyez le sujet un peu amusant, mais ce sont des sujets vraiment importants. On a reçu aussi un chercheur de l'INRIA, Benoît Rothenbourg, qui travaille sur justement cet audit externe des algorithmes. C'est encore un sujet de recherche. Alors, le sujet de recherche, en effet, il est sur la prise en compte de tous les cas de figure. Vous avez un cas de figure qui est ce qu'on appelle la black box, c'est-à-dire on va tester et auditer tout ce qu'il y a autour de l'algorithme lui-même. Évidemment, c'est plus compliqué que celui où il y a une transparence totale dans lequel on rentre, entre guillemets, dans le code, dans le dur, et on va voir ce qui s'y passe. Mais néanmoins, avec ce sujet black box, on est capable quand même de faire énormément de choses. Et donc là, le sujet de recherche vise, lui, à chaque fois à rajouter un test additionnel, quelque chose de plus, qui permet de respecter cette black box tout en ayant finalement encore plus de confiance. Merci beaucoup. Et donc, on se dirige vers cette IA responsable, espérons-le. Merci Laurent Inard, associé chez Mazars, en charge des sujets data et R&D en France. À suivre dans Smart Tech, on parle du niveau de risque des pannes d'Internet et du cloud.